Avant de commencer, likez, partagez, commentez, s'il vous plaît. D'accord. Alors, c'est quoi la manipulation mentale? La manipulation mentale, c'est le fait d'entrer dans le subconscient, c'est-à-dire la partie interne inconsciente du cerveau d'une personne, afin d'y déposer des mécanismes poussant cette personne à accéder à toutes vos envies, à tous vos besoins. Alors, comment est-ce que cela se passe? Généralement, le manipulateur ou la manipulatrice n'est pas quelqu'un qu'on reconnaît tout de suite parce que généralement, c'est une personne qui est dans notre entourage, un ami très proche ou une amie très proche qu'on aime beaucoup, un parent, euh, bon, quelqu'un en qui on a confiance généralement, ou bien quelqu'un qui est plus âgé que nous. Il y a un ascendant, un parent, un grand frère, ce genre de choses, ou bien quelqu'un avec qui on est en relation amoureuse, une petite amie, un petit copain, mari, femme, ce genre de choses. Donc, c'est quelqu'un à qui on a généralement confiance. On a confiance en cette personne et du coup, elle va essayer d'accéder à toutes vos données. C'est un peu comme pirater un ordinateur portable ou bien un serveur, pour ceux qui savent comment ça se fait. Donc, cette personne va juste essayer d'avoir assez d'éléments sur vous et s'en servir au fur et à mesure. Une fois que cette personne a la main mise sur vous, eh bien, tout ce qu'elle dira, vous prendrez ça pour des paroles d'évangile et vous y croirez dur comme fer. Donc, les différentes formes de manipulation que moi j'ai décelées sont la projection de conscience. Voilà, la projection de conscience, généralement, lorsque vous êtes en litige avec quelqu'un et vous lui dites que vous la menacez d'aller vous plaindre de ce qui se passe entre elle et vous, cette personne va vous dévancer pour aller se plaindre auprès de l'autorité compétente. C'est-à-dire la personne qui est censée trancher votre litige, elle lui dira, supposons que la personne dont vous avez envie de vous plaindre vous ait giflé et que vous ayez dit que vous irez vous en plaindre. Eh bien, elle va vous dévancer, aller voir cette personne en autorité compétente là et lui faire comprendre que vous avez l'habitude de raconter par-ci, par-là qu'on vous a giflé ou bien qu'elle vous aurait giflé. Elle va tout faire pour que cela passe dans le subconscient de la personne qui aura à trancher le litige. Comme ça, le jour où vous viendrez vous plaindre, eh bien, cette personne aura déjà eu dans sa tête une idée comme quoi vous avez l'habitude de dire qu'on vous gifle un peu partout. Du coup, cela ne va pas passer. Donc, voilà un peu la projection de conscience. Ensuite, vous avez le gaslighting. Le gaslighting qui tire son nom d'un film du XXe siècle. Si je ne me trompe pas, vous pouvez essayer de me laisser plus d'informations dans les commentaires. Donc, le gaslighting, c'était quoi? C'était un film où un monsieur a découvert des pierres précieuses dans une maison où il vivait avec sa femme. Et à l'époque, les lampes étaient alimentées par du gaz. Et à chaque fois que la femme dormait, le monsieur descendait dans la cave pour essayer de creuser et de récupérer ses torts pour lui tout seul. Et puisqu'il branchait la lampe de la cave, les lampes en haut de leur appartement s'éteignaient tout le temps. Donc, il y avait un manque de gaz dans les lampes et ce genre de choses. Et ça clignotait tout le temps. Et lorsque le monsieur remontait, sa femme lui disait, mais écoute, tu sais, j'ai l'impression que les lampes clignotent parce qu'il n'y a pas assez de gaz, ce genre de choses. Et l'homme lui dit, mais écoute, tu es en train d'halluciner parce que moi, je n'ai rien remarqué de tel. Voilà un peu le monde du gaslighting. Et ce genre de choses, il y a pas mal d'individus ici sur Terre qui ont l'habitude de pratiquer ça sur leurs congénères. Vous remarquez très bien que la personne est en train de vous faire du mal, est en train de mal parler de vous, est en train de vous salir d'une certaine manière. Mais lorsque vous allez essayer de vous en plaindre, eh bien, elle va vous dire juste que non, tu t'imagines des choses, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Et c'est assez puissant parce que lorsque vous vous laissez manipuler sur le long terme par ce genre de personnes, vous finirez par avoir des problèmes de troubles mentaux. Vous finirez par avoir des problèmes mentaux parce que vous ne saurez plus si vous avez toutes vos facultés cognitives ou pas. Par ce genre de procédé, le gaslighting, le gaslighter ou bien la gaslightrice, si on peut s'exprimer ainsi, va essayer indirectement ou parfois directement de vous faire comprendre que vous avez des problèmes dans votre tête. Et si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, eh bien, vous finirez réellement par avoir à croire que vous avez des problèmes de ce genre alors que ce n'est pas le cas. Et à force d'y croire, c'est-à-dire que vous avez des problèmes, vous finirez réellement par développer ce genre de problème. Ça me fait penser à une expérience qui s'est déjà déroulée aux États-Unis dans les années 90. C'était une expérience sur le bégaiement. Et on avait mené l'expérience, c'était le professeur Tudor, si j'ai bonne mémoire, qui avait mené cette expérience. Ils sont partis dans un orphelinat parce que
à l'époque, avec certaines lois qui n'étaient pas encore prises en compte, qui n'avaient pas encore été votées, notamment le traité Belfort de 1971, si j'ai encore bonne mémoire, qui protège en fait toute forme d'expérimentation sur l'être humain, parce qu'il faut le savoir, les expérimentations cliniques, médicales et tout ça, généralement, c'est sur des cobayes. Mais à un moment donné, ça peut passer du cobaye vers l'être humain pour plus de rendement, plus de précision et de données. Du coup, à l'époque, cette expérience se faisait sur des orphelins et des orphelines. Parce que pour eux, ce sont des orphelins, donc ils n'ont pas grand monde qui pourrait les aider, les défendre leurs droits, ce genre de choses. Et ce n'est que plus tard, en 1971, qu'il y a eu le traité Belfort, qui a consacré la protection des personnes orphelines ou pas, qui seraient soumises à des expériences cliniques. Donc, nous sommes avant le traité Belfort, donc avant 1971 aux États-Unis. Et l'expérience sur le bégaiement avait été menée par le professeur Tudor et son étudiante de 3e cycle. Je pense que le nom de l'étudiante m'échappe un peu, mais si vous l'avez, veuillez le mettre dans les commentaires, s'il vous plaît. OK. Donc, l'expérience a été menée dans un orphelinat. Ils ont pris une jeune orpheline qui, lorsque l'étudiant de 3e cycle l'a approché, a cru qu'elle, en fait, était venue l'adopter. Donc, elle a dessiné, elle a déballé son pédigré, ce qu'elle est. Elle est gentille, elle est comme ceci, elle est comme ça, elle n'est pas impolie, elle est respectueuse, ce genre de choses. Et à la fin, l'étudiante lui fait comprendre qu'elle n'est pas là pour une adoption, pour l'adopter, mais pour lui dire qu'elle était bègue. C'est-à-dire, elle bégayait extrêmement. Vous voyez un peu, elle bégayait extrêmement, alors que la fille était vraiment loquace, pas dans le mauvais terme, mais elle s'exprimait bien. Elle était très éloquente. Mais elle lui a fait comprendre qu'elle était bègue. L'étudiante lui a fait comprendre qu'elle était bègue. Elle bégayait tellement. Premier jour, c'est ce qu'on lui a fait comprendre alors que c'était archi faux. Deuxième jour, pareil, jusqu'en fin de semaine. Et cela a eu pour conséquence de briser l'ego de la jeune fille qui, à un moment donné, a commencé par ne plus avoir confiance en elle. Du coup, elle a radicalement changé. Elle est devenue vraiment une bègue à présent. Avant, elle n'était pas bègue, elle bégayait même pas. Mais après ce qu'on lui a dit, elle a commencé réellement par bégayer. De son enfance jusqu'à sa maturité, à l'âge de 92 ans, elle n'a jamais eu de copain, elle n'a jamais eu de mari, parce qu'elle bégayait tellement, terriblement. Elle bégayait vraiment. Et elle est décédée comme ça à l'âge de 92 ans. Elle n'a jamais connu aucun gars, elle n'a pas eu d'enfants, pas de petits-enfants, juste parce qu'on lui a fait comprendre qu'elle bégayait. Donc vous voyez un peu là où le gaslighting peut aller. Là, c'était une expérience clinique. Enfin, si on peut appeler ça expérience clinique, parce que selon moi, toute forme d'expérience clinique est censée apporter du bien-être à tout un chacun. Mais là, c'était juste une manière d'essayer de prouver que le fait de mettre des fausses idées dans la tête d'une personne pouvait pousser cette personne à développer ce qu'on lui faisait croire qu'elle était. Voilà. Parce que le professeur Tudor qui a envoyé son étudiant de 3e cycle à l'époque, lui-même avait eu des problèmes de bégaiement. Parce que selon lui, sa maman lui faisait croire tout jeune qu'il était bègue. Il bégayait. Donc, c'est ce qu'il faisait comprendre à tout un chacun. Personne n'a voulu le croire. Du coup, lorsqu'il est devenu professeur, il a voulu mener l'expérience et voilà un peu ce que ça a donné. Un désastre. Donc, voilà un peu le monde du gaslighting et de manière clinique, avec des preuves factuelles, ce que cela peut engendrer dans la vie d'un être humain. Il y a des hommes qui sont gaslightés, il y a des femmes qui se font aussi gaslighter. Et voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour rappel, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ok, bonne journée à vous. Bye.